Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 29 de la Web TV de Veille Stratégique, le second bulletin de la semaine. Alors aujourd'hui, on va traiter de 3 points différents par rapport à d'habitude, parce qu'on a eu une intense activité diplomatique cette semaine du côté russe, avec la visite tout d'abord en Corée du Nord, puis au Vietnam de Vladimir Poutine. Alors, on n'a pas grand-chose à dire sur la visite au Vietnam, même si c'est une visite qui est très importante d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue de présence russe dans la région par rapport à la façon dont le Vietnam s'est rapproché ces dernières années de son ancien ennemi américain, mais il n'y a pas eu la signature d'accords majeurs, sinon le renouvellement d'accords d'amitié et de commerce entre les deux pays. C'est très intéressant que Vladimir Poutine soit allé au Vietnam, mais le gros de cette actualité diplomatique reste surtout centré sur ce qui s'est passé en Corée du Nord, où les deux pays ont signé un traité d'assistance mutuelle en cas d'agression. Alors certains disent qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau parce que c'est effectivement la remise à jour d'un traité précédent, mais qui date de l'époque de la guerre froide et donc de l'Union soviétique, où l'Union soviétique et la Corée du Nord, en 1961, avaient déjà signé un accord de ce type. Et donc là, on a une réaffirmation, cette fois-ci donc de la Fédération de Russie et non plus de l'Union soviétique, de cette assistance militaire mutuelle en cas d'agression d'un des deux pays. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que jusqu'à maintenant, la Corée du Nord, on le savait, son parrain, c'était Pékin. On l'avait vu déjà depuis le début de la guerre froide avec la guerre de Corée, même si à l'époque la Chine était encore dans le bloc communiste soviétique dirigé par Moscou. La Chine à l'époque venait à peine de devenir un pays communiste un an auparavant, en 1949. Mais donc là, on a vraiment cette idée que, et on le sentait bien par rapport à ce qui se passe depuis un an entre les deux pays, et selon moi depuis 2 ans, en ce qui concerne les livraisons de munitions et d'obus d'artillerie en particulier, et qu'on voit bien comment les choses sont en train de s'agencer de manière régionale, c'est-à-dire que bien évidemment que Pékin reste un partenaire stratégique majeur pour Pyongyang, mais la Russie vient s'ajouter à ce partenariat, et donc on voit bien qu'on a un bloc qui maintenant part de la frontière polonaise et qui s'étend jusqu'à Vladivostok, et qui, si on va vers le sud, va donc jusqu'à la frontière avec le Vietnam, un bloc continental qui est capable de faire face à la façon dont les Américains, de manière relativement agressive, se comportent à l'égard, bien évidemment, de Pékin, mais aussi à l'égard de la Corée du Nord. Alors même si, sous la présidence de Trump, on avait vu que les choses étaient, qu'il y avait une capacité de normalisation de ces rapports, alors que personne ne croyait que c'était possible, puisque c'était la première fois depuis la guerre de Corée qu'un président américain pouvait rencontrer son homologue nord-coréen. Mais là, vu les tensions qui existent maintenant depuis 2 ans et demi, depuis quelques mois avant le début de l'intervention russe en Ukraine, on voit bien qu'il est nécessaire, à la fois pour la Corée du Nord, mais aussi pour Moscou, d'avoir un partenariat stratégique global, parce que à l'intérieur de ce partenariat stratégique, bien évidemment, on a tout ce qui concerne des échanges de technologies contre des munitions. Je pense que certaines technologies de pointe, pas de très haute technologies de dernier cri, mais des technologies quand même très avancées, vont être livrées ou sont déjà livrées à la Corée du Nord, comme elles l'ont été, pardon, pour partie à la Chine. Et donc, on va avoir une amélioration encore assez significative du potentiel militaire nord-coréen, qui donc, rappelons-le, aujourd'hui est une puissance nucléaire
d'envergure régionale, peut-être va-t-elle pouvoir, grâce à ses apports, devenir une puissance nucléaire de rang continental. On va voir ce que ça va donner dans les mois, les semaines, enfin les mois et les années qui viennent plutôt. Ce qu'il faut voir également, qui est très important, donc on n'a pas de détails sur les accords qui ont été passés en ce qui concerne la fourniture de munitions, mais selon les différents think tanks anglo-saxons, hein, donc pas la voix de Moscou, on pense qu'il y a environ entre 1,5 million, 2 millions de munitions donc de 122 mm ou de 152 mm qui vont ou qui ont été livrés, enfin ou qui vont ou qui sont en cours de livraison entre donc la Corée du Nord et la Russie, ce qui permet à la Russie de ne pas avoir à piocher dans ses stocks de manière trop importante, tout en relançant l'appareil industriel et surtout en augmentant ses capacités, parce que bon, on fabriquait toujours des obus de ces 2 calibres standards de l'ex-armée soviétique, mais par rapport au potentiel industriel russe, ça permet à celui-ci de monter en puissance, je dirais tranquillement, en sachant qu'il y a cet apport nord-coréen qui lui permet de faire cette bascule d'une économie, d'une industrie normale à une industrie de temps de guerre pour la production d'obus. Voilà. Et d'autre part, l'autre point qui est très important, aussi bien pour la Russie que pour la Corée du Nord, mais bien plus pour la Corée du Nord par rapport à l'état assez déplorable de son économie, c'est qu'on a de la part des 2 pays l'idée de lutter contre les sanctions qui sont prises de manière unilatérale contre les 2 États. C'est-à-dire que toutes les sanctions qui sont prises contre la Russie ou qui sont prises contre la Corée du Nord, eh bien les 2 pays se sont entendus pour dire voilà, maintenant, dès qu'on nous attaquera sur le plan économique ou industriel, eh bien on viendra au secours, l'autre pays viendra à notre secours. Alors vu que les 2 pays sont sous sanctions aujourd'hui, eh bien on va voir comment techniquement les forces de l'un et les faiblesses vont compenser les faiblesses de l'autre. Alors bien évidemment, c'est plutôt, même si les Coréens peuvent fournir, les Nord-Coréens peuvent fournir des munitions, leur seule force, c'est leur industrie d'armement. Hein, ils n'ont pas d'autres points forts au niveau économique. Donc on va voir de l'autre côté jusqu'où va aller la compensation russe, au-delà, je le disais, des hautes technologies militaires. On pense vraisemblablement qu'il y a un grand accord agricole, hein, notamment pour éviter qu'il y ait à nouveau des famines en Corée du Nord, comme il y a pu y en avoir depuis depuis la fin de la guerre de Corée, avec des récurrences, si ma mémoire est bonne, c'est presque tous les 10-15 ans que le pays est frappé par ce genre de tragédie. Donc là, vraisemblablement, on n'aura plus de problèmes de cette nature en Corée du Nord, parce que l'agriculture russe est capable d'exporter suffisamment pour éviter ce type de catastrophe. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui par rapport à cette visite. Hein. Donc on a vu qu'en plus les 2 dirigeants s'entendaient absolument à merveille, avec des moments de connivence, de rire échangé. Alors tout ça n'a pas l'air d'être très forcé, ça a l'air d'être assez spontané. Donc on voit bien que ça sort. C'est pas au bénéfice de la Russie sur le plan diplomatique, c'est surtout au bénéfice de la Corée du Nord. Et puis pour les Russes, donc comme je le disais, c'est surtout la capacité de se dire bon bah voilà, on sait qu'on peut avoir des munitions grâce à ces partenariats-là, en attendant que notre industrie de guerre réussisse à poursuivre sa montée en puissance. Dernier petit point par rapport au Vietnam, parce que je sais que Jacques Sapir l'a souvent mentionné ces derniers temps, notamment depuis son dernier voyage à Moscou. Ce qu'il faut comprendre, l'intérêt pour la Russie également par rapport au Vietnam, c'est l'immigration de travail. Parce qu'au Vietnam, il y a un chômage qui est assez important. La Russie a besoin de main-d'œuvre.
avec des gens qui sont habitués. Hein. Il y avait de grands échanges entre les deux pays jusqu'à la fin de la guerre froide, et donc on peut imaginer qu'on va avoir dans les mois qui viennent une immigration choisie de travail issue du Vietnam qui va arriver en Russie pour occuper des postes parce que on manque tout simplement de main-d'œuvre en Russie pour faire tourner l'économie qui, comme le rappelle assez souvent Jacques Sapir et d'autres observateurs comme mon ami Xavier Moreau là-bas, est en plein boom, mais elle a besoin de main-d'œuvre pour pouvoir fonctionner correctement. Alors, bien évidemment, en marge de ces deux voyages, Vladimir Poutine a répété que, voilà, la proposition qu'il avait émise la semaine dernière concernant la paix en Ukraine, il s'attendait, on le sait bien, on le disait l'autre jour, hein, on le disait mardi dernier, il s'attendait bien à ce que les Occidentaux la rejettent en un seul bloc. On a vu fuiter depuis hier un nouveau type d'information, mais alors là, va falloir prendre du temps pour savoir si on est dans une opération de communication, d'intoxication de la part des Russes, qui nous disent que d'ici 2025, les Américains sont en train de préparer, ou ont-ils déjà même tout programmé, pour déposer Zelensky et le remplacer par Zaloujny, qui lui serait en responsabilité pour mener des négociations avec Moscou. Alors voilà, c'est à prendre avec la plus grande prudence, hein, comme d'habitude. Il faut pas se jeter sur ce genre d'informations en disant bah oui c'est bon, c'est bien ça qui va se passer, mais en tout cas c'est une donnée qui vient s'ajouter à l'ensemble des problèmes concernant d'éventuelles négociations de paix, et puis surtout le statut de Volodymyr Zelensky, hein, puisque ça fait partie aussi des grandes discussions qu'on a depuis que son mandat est officiellement terminé. Que va-t-il advenir de lui? On se posait déjà des questions avant sur les fragilités du régime ukrainien, parce qu'on sait que les Américains sont tout à fait capables, puisque là, on parlait du Vietnam, hein, on se souvient du sort du président Diem au Vietnam en 1963, si les donc allié des États-Unis, mais qu'on peut liquider quand cet allié devient gênant. On peut plus récemment reparler du général Noriega. Enfin, les Américains sont coutumiers du fait de liquider ce qu'un éditorialiste de Newsweek à la fin des début des années 90 qualifiait de sons of bitch. Hein, nos fils de pute, on peut les liquider parce que c'est les nôtres. Voilà, donc on verra ce que tout ça donne à l'avenir. Et notion très importante, Vladimir Poutine a répété que, au-delà des accords économiques ou d'échanges de technologies militaires contre des obus ou ce genre de choses, la Russie n'avait pas besoin d'un allié actif qui prenne part au combat à ses côtés en Ukraine. Alors, en ce qui concerne le théâtre des opérations, donc en Ukraine, on voit, comme toujours, donc ça c'est vraiment la bataille qui va devenir probablement l'une des phases les plus meurtrières de ces dernières semaines, qui est la bataille autour de Volchansk, donc au nord de Kharkov. Les combats sont d'une intensité redoutable. On voit la volonté de la part de l'armée ukrainienne de poursuivre des assauts pour reprendre le terrain conquis dans des conditions qui sont absolument terribles en termes de rapport de feu. Alors, je le redis, les Ukrainiens sont en supériorité humaine, numérique humaine, hein, en nombre d'hommes, mais en termes d'appui-feu, les Russes les dépassent, y compris dans ce secteur. Et donc, on a du mal à comprendre l'intérêt, alors que déjà ce secteur a absorbé, comme c'était son objectif, on n'a pas cessé de le dire depuis le début, a absorbé la majorité des réserves ukrainiennes, et bien en plus il les a absorbées pour les concasser. Parce que les Ukrainiens, au lieu de se contenter de mettre en place un corridor un cordon de défense au sud des positions conquises par les Russes, on leur a dit il faut à tout prix reconquérir ce qui a été perdu, alors que ce qui a été perdu, je le rappelle, c'est une bande d'environ 5 à 8 kilomètres de profondeur depuis la frontière russe, avec des points
la ville de Volchansk, c'est pas le point stratégique le plus important du territoire ukrainien. Hein, y a rien d'important qui soit resté dans cette ville depuis que la guerre a commencé. Donc mourir pour reconquérir Volchansk aujourd'hui du côté ukrainien, je n'en vois absolument pas l'utilité. Défendre la zone pour éviter que les Russes en sortent et s'avancent encore un peu plus vers Kharkov, ça s'entend tout à fait, c'est tout à fait raisonnable et sérieux de se dire là il faut se battre coûte que coûte pour tenir ses positions, mais pour reconquérir ce qui a été perdu en sachant qu'on a un rapport de feu qui est ultra favorable à la défense. Alors déjà, les défenseurs sont en situation favorable au départ, et là, vous avez des appuis-feu qui sont redoutables, alors que pour vous attaquer, vous en avez moins. Donc, quand on voit ce qui s'est passé l'été dernier pendant la contre-offensive dans le secteur globalement de Zaporijjia, on se dit, mais à quoi bon? À quoi bon? Sinon, encore une fois, à éreinter l'armée ukrainienne, et pendant ce temps-là, on a vu se rallumer d'autres secteurs du front. Alors, à l'est de Krasny Liman, là, le long de l'Oskol, comme vous pouvez le voir sur la carte, les Russes se rapprochent des points où il y a les points de passage avec les quelques routes qui permettent de franchir cette rivière. Et on va probablement bientôt avoir un encerclement du groupement ukrainien qui est entre Kupiansk et le nord-est de Krasny Liman, qui va se retrouver esselé sur la rive est de l'Oskol. Parce que là, on voit bien que les Russes sont à deux doigts maintenant de pouvoir rallier les berges de la rivière et donc d'interdire déjà 2 points de franchissement pour la logistique ukrainienne et puis de couper le reste du groupement qui n'aura plus que 2 ponts et encore qui sont constamment bombardés pour se ravitailler ou surtout pour s'évacuer. Parce que ce qui risque d'être le plus problématique, c'est pas tant de continuer de pouvoir mener un combat défensif sur cette rive-là de la rivière, mais ça va être, quand ça sera devenu intenable, de pouvoir se replier en bon ordre. Si vous n'avez que 2 points de passage, ça risque d'être très très difficile de vous replier en bon ordre sans perdre beaucoup de monde. Hein, donc c'est un secteur qu'il faut surveiller et on voit bien que les Ukrainiens n'ont quasiment plus d'hommes à engager dans cette zone. Alors les Russes, comme je le disais mardi, jouent au chat et à la souris puisqu'ils ont ouvert un nouveau front actif qui était un front endormi depuis quasiment le début du conflit. Hein. On avait même eu le seul moment où ce front était un peu actif, c'est quand les Ukrainiens ont contre-attaqué l'année dernière. C'est donc le secteur de Toretsk, où là on s'attendait absolument pas à ce que les Russes passent à l'offensive, et c'est ce qu'ils ont fait, et ils ont commencé là encore à prendre pied dans les villages, sur des points fortifiés, et donc à mettre les Ukrainiens dans des difficultés, parce que étant donné que c'est un secteur qui n'avait pas été attaqué par l'armée russe, on voit bien, c'est un secteur du front comme Avdiivka qui est là depuis 2014, où les fortifications sont très importantes, les points d'appui défensifs très bien organisés, et pourtant, faute d'avoir suffisamment de monde pour les tenir, puisqu'on est en train d'être aspiré par ce qui se passe à Volchansk, les Russes ont réussi à prendre pied dans les premières lignes défensives par endroits. Et donc, alors en plus de ça, vous le voyez sur la carte, hein, vous avez une bourgade qui est au sud de Toretsk, qui a un nom qui va faire couler beaucoup d'encre le jour où il va tomber aux mains des Russes. Hein. Si les Russes se photographient devant le panneau d'entrée, c'est New York. Hein. À l'époque soviétique, on donnait des fois des noms un peu bizarres à certains, bizarres, originaux à certains endroits, hein, puisque pas loin vous avez aussi la fameuse ferme Sacco e Fancetti, hein, en hommage aux anarchistes d'origine italienne qui ont été tués aux États-Unis. Et là, donc, vous avez une bourgade qui s'appelle New York. Si elle tombe, vous imaginez en termes de communication comment sur les réseaux russes on va s'en donner à cœur joie. Hein, donc voilà, et donc ça va encore fragiliser l'ensemble du dispositif. Et puis, comme je le disais la semaine passée, et même mardi déjà, tout ce qui se passe à l'ouest de Donetsk continue d'être très actif. Hein. On voit que les combats dans Krasnohorivka se poursuivent de manière très intense. Vous le voyez sur la carte, comme je le disais, pour le moment, les développements
de la part de l'armée russe se faisait plutôt donc du sud vers le nord, mais on voit bien qu'il y a des tentatives qui se poursuivent à l'est et surtout au nord-est. Hein, c'est très intéressant. Et là encore, les appuis-feu sont très importants, très forts, et alors les gains sont relativement modestes, hein, mais à chaque fois, on a beaucoup de soldats ukrainiens qui sont mis hors de combat parce que les frappes russes, aussi bien de l'artillerie que de l'aviation, ouvrent la voie avant que les soldats ne prennent le risque de venir conquérir les positions dans ce domaine. Alors là, c'était plutôt, je pense, en situation défensive qu'offensive, mais au nord de Kharkov, pas dans le saillant conquis par les Russes du côté de Volchansk, mais du côté un peu plus à l'ouest de Lipski, pardon. On a vu hier, hein, vous pouvez voir la vidéo, on a vu pour la première fois une bombe planante de 3 tonnes, hein, une Fab 3000, être utilisée sur les positions ukrainiennes. Vous pouvez voir les images, c'est assez dévastateur. Alors on ne sait pas exactement combien aujourd'hui de bombes de ce tonnage-là sont disponibles pour les forces aérospatiales russes, mais si on commence à les voir arriver comme on a pu voir arriver l'année dernière, celles de 250, de 500 kilos et d'une tonne, puis d'une tonne et demie, vous imaginez bien que là, si vous visez à la fois donc les dépôts de munitions ou les concentrations de troupes, ça va faire beaucoup de dégâts, mais si vous visez aussi tout ce qui est poste de commandement avancé à l'échelon des bataillons, enfin des groupes de bataillons de combat ou ce genre de choses, vous allez pouvoir aussi décapiter des systèmes de commandement entiers avec de telles munitions. Hein. Donc là, c'est encore un saut qualitatif pour les Russes en termes d'appui-feu qui va être dévastateur s'il s'avère que c'est pas juste une bombe qui est testée comme ça, mais qu'ils en ont peut-être plusieurs dizaines qui sont maintenant prêtes à l'emploi. Voilà. Alors, avant de passer au théâtre du Proche-Orient, on va comme d'habitude faire un petit message pour la chaîne. Alors un très grand merci encore à vous tous, hein. Le nombre d'abonnés a encore dépassé un seuil puisqu'on a plus de 6100 abonnés, qu'on a donc plein de partages, ça augmente un peu. Alors je rappelle, y a des gens, ils me disent sur Facebook, si on partage, mais moi, mes amis, ça les intéresse pas. La question, elle est pas là, chers amis. La question, c'est que chaque partage compte dans les algorithmes comme étant un facteur pour augmenter notre visibilité. C'est pas parce que vous partagez ou pas avec d'autres amis derrière les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes idées. Non, c'est si vous partagez sur votre page, ça augmente notre visibilité, c'est des algorithmes mathématiques, et même si dans votre groupe d'amis sur Facebook, personne ne s'intéresse au sujet, c'est pas grave, ça fait un partage supplémentaire qui est comptabilisé pour augmenter notre visibilité. Donc ne prenez pas en compte le fait que vos amis ou pas seraient intéressés par le fait de partager les infos de veille stratégique. Pensez surtout que c'est l'algorithme qui lui est intéressé par le fait que vous partagiez veille stratégique à partir de Facebook, et c'est pareil pour les autres réseaux sociaux. Hein, ce qui intéresse, c'est non pas que vos amis ou pas s'intéressent à ce que vous allez partager, mais que vous l'ayez partagé, parce que l'algorithme, lui, il ne regarde que ça. Donc on compte sur vous pour continuer sur X, sur Facebook, bien évidemment, sur Telegram, hein, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Telegram, hein, c'est Veille Stratégique. Des fois, je le rappelle, on partage parce qu'on n'a pas forcément le temps de traduire ou qu'on n'est pas forcément en disponibilité technique. On partage tout de suite une information qu'on repartagera pas après sur le reste des réseaux. Donc ça peut être intéressant. On remercie tous ceux qui ont fait des gestes financiers, que ce soit en prenant des petits abonnements récurrents via PayPal, ou ceux qu'on fait des abonnements, qu'on fait des versements plus importants d'un seul coup pour nous aider à nous abonner à de nouveaux canaux d'information. On vous remercie vraiment du fond du cœur. Et puis donc voilà, on sait qu'on pourra vous fournir quelque chose de qualité sur les forces armées indiennes en septembre. Et pourquoi pas sur d'autres forces armées. Je l'avais évoqué en février dernier, je pense que le 3e bulletin spécial sera sur l'état des forces armées américaines et sur leur modernisation à l'horizon 2035-2040, parce que c'est vraiment une question qui est très importante. Alors,
Continuez les partages, les commentaires positifs, les questions. Je rappelle à tous ceux qui viennent faire un peu les marioles sur les commentaires que vos commentaires sont supprimés. On a autre chose à faire que de s'intéresser à ce genre de comportement. Voilà. Alors on passe donc aujourd'hui encore pour le troisième sujet de l'émission au Proche-Orient. Donc la situation dans la bande de Gaza est toujours marquée par des opérations militaires de Tsahal et notamment donc des opérations qui là continuent de se concentrer autour de Gaza City avec à la fois des frappes aériennes, des bombardements qui ont donc encore une fois détruit des résidences, des infrastructures, qui ont causé encore une fois des pertes au sein de la population civile de manière absolument catastrophique. On a vu également au sud de l'enclave donc des unités israéliennes s'approcher d'un entrepôt qui appartient donc à la fameuse organisation de l'ONU UNRWA là, qui a donné semble-t-il plein de fil à retordre par rapport à son comportement ou le comportement de certains de ses employés. Et donc on a un élargissement de la zone de contrôle autour de ce secteur. Hein, c'est le camp de réfugiés d'Ashot Bara qui est concerné par ces attaques. Donc la situation humanitaire reste catastrophique. On est probablement entré dans une période où une partie de la population gazaoui est en train de crever de faim. Hein. La famine est là, la situation sanitaire est de plus en plus difficile et pour le moment, on n'a pas encore d'explosion politique du côté israélien suite à ce qui s'est passé avec la dissolution du cabinet de guerre. Donc il va falloir encore attendre je ne sais combien de semaines avant que tout ça se règle, à moins qu'il y ait des facteurs d'accélération, de telle sorte à ce que il y ait de nouvelles élections en Israël et qu'on en finisse avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou et des fanatiques religieux kahanistes, parce que dans le même temps, on a une nouvelle fois, à bas bruit, des raids des forces de sécurité israéliennes hein, qui ont eu lieu donc en Cisjordanie occupée, où on a encore une fois plusieurs dizaines de personnes qui ont été arrêtées, et on notera que dans le secteur d'Al-Faraha, on a une des opérations qui a provoqué des affrontements avec des militants palestiniens. On ne sait pas s'ils appartiennent à un groupe, s'ils sont affiliés à un groupe en particulier, mais c'est la deuxième fois depuis qu'on suit ces opérations en Cisjordanie qu'on notera que les Palestiniens ne se sont pas laissés faire. Et je rappelle que la grande problématique autour de cette de ces interventions en Cisjordanie, officiellement pour les Israéliens, le but est de neutraliser des pseudo-terroristes du Hamas qui se seraient réfugiés là-bas ou leurs antennes, mais que c'est surtout de faire monter la pression de telle sorte à ce que les Palestiniens relèvent la tête et prennent l'initiative, je ne sais pas, d'une intifada ou ce genre de choses, hein, et que ça donne l'occasion au gouvernement israélien de pénétrer en force en Cisjordanie avec les forces armées pour faire là-bas la même chose qu'à Gaza. Ne l'oublions pas, c'est ça qui couve dans la tête des kahanistes qui entourent Benjamin Netanyahou et auquel il cédera pour peu que ça lui permette de rester à son poste. Hein. Donc l'objectif il est là et il faut souligner de manière absolument remarquable le comportement de résilience face à cette provocation de la part des Palestiniens en Cisjordanie jusqu'à maintenant. Hein, quand on nous dit que ce sont tous des sauvages ou des bêtes sauvages, mais regardez, là ça fait depuis le 7 octobre et depuis même avant le 7 octobre, hein, parce que je le rappelle, on l'avait souligné dans Veille Stratégique avant le 7 octobre, les missions qui sont menées par Tsahal en Cisjordanie occupée ou par les forces de sécurité constabulaires, elles durent depuis bien avant le 7 octobre là-bas. Et à chaque fois, les Palestiniens n'ont pas répondu à ces provocations
en se lançant donc soit dans une nouvelle intifada, soit dans des actions armées contre les forces israéliennes. Par contre, on a eu malheureusement des colons israéliens qui eux ont tiré et qui à leur tour ont été pris à partie, donc ce qui fait qu'on a des civils qui se tirent dessus, ce qui est complètement fou pour des gens comme nous en Occident où la force doit rester à l'État. Et bien là-bas, on a vu malheureusement à cause de l'action israélienne des civils de part et d'autre se prendre à partie tout seuls, en sachant que c'est souvent les colons israéliens qui ont commencé en allant abattre des Palestiniens dans leurs champs pour voler leur champ d'olivier ou ce genre de choses. Donc c'est absolument catastrophique. Et donc la façon dont les Palestiniens endurent ça avec résilience est absolument remarquable et doit être souligné. Alors l'autre point qui est le plus important peut-être pour demain, c'est ce qui se passe constamment à la frontière entre le Liban et Israël, puisque là, on a en permanence les échanges de tirs entre le Hezbollah et Tsahal se poursuivent. Le Hezbollah a encore bombardé une dizaine d'installations de l'armée israélienne le long de la frontière, et les Israéliens, en réponse, ont mené des frappes au sud Liban. Ça a fait 2 morts hier, et on continue donc d'avoir cet engrenage qui, si on écoute Netanyahou il y a maintenant un peu plus de 3 semaines, pourrait provoquer l'entrée des forces israéliennes au sud Liban, ce qui, à mes yeux, provoquerait une nouvelle défaite militaire à terme pour Tsahal, vu ce qui s'est passé en 2006 et vu qu'elle est en train de mener une autre opération importante à Gaza, elle n'aura pas les moyens d'une guerre sur 2 fronts et surtout pas contre le Hezbollah au sud Liban, vu comment le Hezbollah tient ce secteur et comment il l'a... Mais alors, il était déjà fortifié en 2006 quand ils ont réussi à infliger une défaite à Tsahal. Là, pour moi, c'est imprenable. Bref. Et enfin, ce qu'il faut encore noter, parce que ça, faut jamais l'oublier, c'est très important, c'est qu'on a toujours en permanence des manifestations en Israël et notamment à Tel Aviv pour réclamer à la fois donc la démission du gouvernement puisque maintenant le cabinet de guerre a été dissous et que la coalition dans laquelle Benny Gantz était inclus, a volé en éclats. Donc les gens qui réclamaient déjà de toute façon le départ de Netanyahou le réclament avec encore plus de force. Ils veulent la libération des otages parce qu'ils ont très bien compris que le gouvernement israélien instrumentalisait la question des otages plus qu'il ne tentait de la régler. Et puis, on a bien sûr vu comment les forces constabulaires israéliennes maltraitent ces gens-là. On a vu des images de reporters, de photoreporters du grand quotidien Haaretz être malmenés par la police. Donc, les gens vont au contact avec les forces de l'ordre israéliennes pour réclamer toutes ces choses-là. Et donc là encore, il faut souligner leur comportement. Je le rappelle, ce qu'il aurait fallu depuis le départ, c'est souligner le comportement de tous ceux qui, de part et d'autre, qu'ils soient palestiniens, qu'ils soient israéliens, veulent faire redescendre l'escalade. En France, on a vu des gens, dont l'ancien ambassadeur d'Israël en France, faire des tribunes absolument intelligentes pour appeler à la désescalade, appeler à la négociation, appeler à la paix, etc. Et c'est jamais ces gens-là qu'on met en avant, on met toujours en avant les fanatiques du camp israélien, tous les gens qui voudraient nous faire croire que Netanyahou est un saint, et du coup ça ne fait qu'envenimer les relations entre les deux communautés. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire redescendre l'escalade et que tous les gens qui ont une raison, y compris en étant à distance, ce qui est toujours plus simple quand on est à distance. Alors oui, on n'est pas les mains dans le cambouis, mais on voit mieux les choses. Et donc c'est là qu'il faut trouver des terrains d'entente plutôt que de s'insulter, de s'invectiver comme certains ont cessé de le faire et voudraient qu'on continue de le faire de manière complètement stérile. Voilà. Donc cette situation reste très tendue, mais ce qu'il faudrait vraiment, c'est que les bonnes volontés des deux camps puissent être audibles pour pouvoir travailler ensemble, de telle sorte à ce qu'on trouve enfin un moyen de régler cette situation. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette fin de semaine. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis donc à mardi prochain, et puis donc dans l'intervalle, le pouce en l'air, les commentaires positifs, les partages, et si vous avez un peu de moyens financiers, un petit geste de soutien à la chaîne.
Un bon week-end à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.